bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là, fidèle au poste pour votre petite heure en direct en cette matinée. On va bien démarrer la semaine. C'est la fête de la science d'ailleurs toute cette semaine. Alors ce matin, nos invités fil rouge sont deux scientifiques bretons passionnés. Marius Cardinal, d'abord médecin légiste au CHU de Rennes, qui a travaillé sur le préjudice d'anxiété. Et il nous expliquera dans un instant ce que c'est. C'est mystérieux, mais pourtant vous l'expliquez très bien, on va tout comprendre. Nous aurons aussi à nos côtés Benoît Perrin, qui est responsable de la recherche et du développement chez Mencia Technologies. Il travaille, lui, sur une solution pour soigner les troubles de l'attention, notamment chez les enfants, via un principe de réhabilitation cérébrale personnalisée. Ça paraît aussi compliqué comme ça, mais il l'expliquera extrêmement bien. Vous comprendrez tout dans un instant. En tout cas, vous verrez, ça va fuser entre les deux. Comme chaque lundi, nous plongerons également dans l'univers numérique, grâce aux connaissances de notre expert maison, Stéphane Gramont. Un peu de vocabulaire ce matin, avec un mot que tout le monde a à la bouche finalement, le big data. En deux mots, il s'agit de toutes les données présentes sur la toile, et il y en a beaucoup. Alors ce matin, il fera le lien avec la généalogie. On verra tout cela avec lui et son invité, une spécialiste de la question, Sophie Tardivelle, la fondatrice de Doptim. Nous retrouverons aussi bien entendu la chronique économie sociale et solidaire en compagnie de Virginie Jourdan, journaliste au magazine Sans Transition. Ce matin, elle évoquera l'autoconstruction de logements sociaux à Saint-Médard-sur-Île en Ille-et-Vilaine. Sans oublier l'emploi, bien entendu, à travers le programme court Recrutez-moi, et une rencontre ensuite avec un chef d'entreprise qui recrute justement chez Max Digital Service. Enfin, vous n'échapperez pas au débriefing de la mission par la truculente Catherine Bossard. Voilà pour le menu de la matinée. Bienvenue à tous, bon début de semaine. Bonjour Marius Cardinal, bonjour Benoît Perrin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement médecin légiste pour vous Marius, développeur logiciel pour vous Benoît. On va revenir bien entendu sur vos travaux respectifs, mais avant cela, comme c'est la fête de la science du 7 au 15 octobre, j'avais envie de vous demander à chacun quelle est votre perception du rôle des scientifiques aujourd'hui. On va commencer par vous Marius, allez. Actuellement, je dirais que c'est peut-être avant tout ce qui serait important, un rôle d'information. Parce qu'on peut observer avec peut-être une pointe de regret qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis de la science, je trouve. Par exemple, deux exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, ça va être le réchauffement climatique, où on va avoir la science qui va être considérée par exemple comme un simple point de vue et pas comme une parole d'autorité. Et par exemple, on va mettre sur le même pied d'égalité le discours des scientifiques sur le réchauffement climatique et le discours peut-être d'une partie du grand public qui va être qualifié de plus sceptique. Et un autre exemple qui me viendrait à l'esprit, c'est sur la vaccination, par exemple, où là, par exemple, on a également des arguments d'autorité scientifique avec de nombreuses études et des études qui sont assez facilement remises en question par une partie du grand public et notamment sur Internet, où il y a une certaine défiance vis-à-vis de la vaccination sur laquelle on peut s'interroger. Donc c'est la toile qui a un peu bouleversé tout ça, peut-être? C'est Internet, les réseaux sociaux, le fait que Disons les gens... que ça donne un certain écho à des paroles qui étaient auparavant peut-être cantonnées à un milieu plus restreint, plus intime. Alors Benoît Perrin, une science remise en cause selon vous également? Oui, plus difficile aujourd'hui de s'affirmer en tant que scientifique finalement. Alors peut-être, et à cause peut-être d'une sorte d'obscurité qui règne autour de cette discipline, les sciences, la science, alors qui s'est spécialisée depuis des siècles pour devenir vraiment très pointu, discipline par discipline. Et moi, je dirais, j'inviterais le grand public à se forger lui-même son opinion, à se forger une culture scientifique, à ne pas avoir peur d'entrer dans cette démarche expérimentale. La science, c'est quoi? C'est très simple, c'est j'observe, j'émets une hypothèse, donc je construis une théorie, et ensuite je vais la vérifier sur des faits. Donc j'allais dire c'est très simple à comprendre, très simple à appréhender. Alors ça ne veut pas dire que je vais maîtriser tous les mécanismes techniques sous-jacents, mais j'ai envie de dire, le principe, c'est un principe de logique, un principe très simple. Et donc, il ne faut pas avoir peur en fait, d'entrer là-dedans. Et finalement, il ne faut pas se laisser enfumer par une espèce de rideau de fumée. Voilà. Quelle est selon vous la découverte scientifique qui a bouleversé finalement l'humanité pour chacun de vous? Pas simple. C'est une question difficile. En attendant que vous réfléchissez, Benoît. Peut-être la vaccination, justement, avec Pasteur. En tout cas, c'est une découverte majeure et justement, c'est bien de le rappeler dans une période où elle est remise en question. Vous, Benoît, pour vous, la découverte scientifique qui a changé le monde, presque, peut-être? La découverte qui a changé le monde, je pense comme ça à la théorie de la gravitation qui nous permet en fait de comprendre le monde qui nous entoure et les planètes. Et en fait, là où je pense que ça a eu un impact majeur, c'est aussi tout l'aspect philosophique qu'il y a eu derrière, le fait de remettre en cause
un monde centré sur la Terre, donc comprendre en fait la juste place de l'homme par rapport à l'univers. Et donc c'est toute cette implication en fait philosophique derrière et humaine qui me paraît en fait majeure derrière cette découverte scientifique d'une théorie comme la gravitation. Alors vous restez avec nous tous les deux. On va revenir tout à l'heure bien sûr sur vos recherches, mais on va recevoir pour l'instant une autre scientifique. Son terrain de jeu à elle, c'est la toile. Vaste terrain de jeu à l'heure où Internet regorge bien entendu d'une multitude de données. On appelle cela le big data. Sophie Tardivel, elle en a fait sa spécialité. On la reçoit aux côtés de Stéphane Gramont, notre spécialiste numérique sur France 3 Bretagne. Bonjour Stéphane, bonjour Sophie, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous voyez, on est bien entouré ce matin. Attention, il ne faut pas raconter de bêtises. C'est un peu moi le spécialiste techno, mais là, on se fait tout petit. Profil bas. Ouais. Est-ce que vous aimeriez retrouver vos ancêtres? Ah bien entendu. Tapez Laurence Postic et apprendre que vous descendez d'Anne de Bretagne. Si ça se trouve. J'en ai l'intuition. Ah bon? Eh bien, grâce à Sophie Tardivel, ça serait peut-être possible. Vous pourriez vous lancer dans la généalogie grâce au big data. Alors, de quelle façon? Alors, Anne de Bretagne, ça vous parlait. Ouais. Généalogie aussi, peut-être big data un peu moins. Alors oui, vous allez nous éclairer un peu le terme. Voilà, et Sophie va nous expliquer tout ça. Grâce au big data, déjà, vous avez créé le logiciel Genea Finder. C'est un logiciel qui aide les généalogistes et qui nous permet d'aller fouiller dans des bases de données gigantesques et de documents numérisés, un peu comme si finalement on utilisait Google pour trouver ses ancêtres. Oui, exactement. En fait, si on veut expliquer le big data en parlant de Google, Google, c'est quand on fait une recherche sur Internet, on a une petite fenêtre, on met quelques mots-clés et en moins d'une seconde, on nous envoie sur notre ordinateur des documents de toutes sortes qui sont en lien avec ces mots-clés. Et donc le big data, c'est la technologie qui est derrière, donc la capacité à lire tous les jours des pages de sites web dans le monde, à repérer les mots-clés, à les ranger dans des tables et avoir des algorithmes qui vont aller lire ces tables très 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 vite, en moins d'une seconde, pour proposer la réponse sur son écran d'ordinateur à des milliers de gens, quoi. Mais en généalogie, ce sont des arbres, ce sont des états civils numérisés ou pas. Voilà, donc c'est le même concept en fait, c'est de se dire on a des archives qui sont de plus en plus numérisées à différents endroits, les archives départementales, les archives privées, sur des sites américains aussi qui font la collecte d'archives. Et le gros souci qu'on a quand on fait de la généalogie, c'est d'y accéder rapidement. La généalogie aujourd'hui, c'est extrêmement chronophage. Donc l'idée de Genea Finder, c'est de faire ce qu'on a fait avec Google, de le faire avec ses archives et de mettre à disposition de la technologie en fait pour réussir à reconnaître plus facilement ce qu'il y a dans les archives numérisées qui sont des textes manuscrits et de les mettre à disposition du grand public pour qu'il puisse faire son arbre plus facilement, plus rapidement et en fait découvrir en fait toute l'histoire de leurs ancêtres et y prendre plaisir. C'est-à-dire que Genea Finder va savoir reconnaître une image avec une écriture cursive comme ça. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Il y a des travaux de recherche qu'on est en train de monter. Ça s'appuie sur encore du big data, c'est faire tourner beaucoup de processeurs en fait pour réussir à reconnaître cette image à force de s'entraîner. Donc c'est ce qu'on dit aussi en anglais le machine learning, c'est d'aider les qui vont après dans l'intelligence artificielle, c'est des machines qui à force de s'entraîner sur différents manuscrits vont réussir petit à petit à reconnaître aussi bien qu'un spécialiste. Donc ça va devenir accessible à beaucoup plus de gens que les seuls paléographes. Alors là, vous parliez de généalogie, vous êtes aussi spécialiste big data, donc en prestation pour des entreprises. Dans quel univers on va utiliser ce savoir-faire? Est-ce que l'univers de la santé, de l'industrie, de la médecine peut utiliser le big data? Oui, alors le big data, c'est toujours quand on est confronté à des données assez volumineuses ou hétérogènes. Donc il y a à peu près deux façons de voir le big data. Ou sinon, ce sont aussi des domaines où on a besoin de faire beaucoup de calculs. Là, on va avoir besoin de mettre des machines en parallèle pour qu'elles calculent tout en même temps pour fournir un seul résultat. Donc on le retrouve dans la médecine quand on fait des travaux sur les images. De réussir à reconnaître de façon de plus en plus fiable des symptômes qu'on voit par l'image. Dans l'industrie, c'est d'autres domaines. On va regarder, par exemple, si on prend les avions ou des usines assez importantes, on voudrait faire de la maintenance dessus et de la maintenance prédictive, c'est-à-dire n'opérer les machines que quand on pense qu'elles vont tomber en panne. Donc ça fait des économies d'échelle, en fait, dans les processus de maintenance parce que les algorithmes vont
surveiller les machines et savoir reconnaître à quel moment elles pourraient tomber en panne en fonction des symptômes appris des milliers et des millions de fois. Voilà. Vous parliez de Google, mais est-ce qu'on peut faire du big data avec nos data à nous qui allons sur Facebook, la vie privée, oui. Est-ce que et ça qui peut être faisons des concerné recherches sur Internet? C'est un peu le côté obscur du big data et ce qui fait souvent faire l'analogie big data, big brother. On voit bien que ces technologies qui sont très très rapides et puis finalement assez faciles à utiliser par les ingénieurs, quand on met à la place de documents d'archives, on met des données personnelles qu'on a en masse dans les réseaux sociaux. Donc ça va être sa propre identité, mais aussi les communications qu'on fait avec ses proches. Donc tout ça, c'est informatisé. Les habitudes d'achat, c'est encore le phénomène qu'on voit pas trop, mais qui est vraiment là. C'est chaque fois qu'on va sur un site internet, on sait ce qu'on a été regardé, éventuellement acheté. Cette masse d'informations, aujourd'hui, avec la technologie, on peut la travailler, on peut faire des recherches particulières dessus. Donc c'est vrai que ça pose la question de l'utilité. Et on peut donc arriver à prévoir ce que je vais acheter, peut-être. Oui, est-ce que, comme dans le film Minority Report, on va pouvoir prévoir que je vais commettre un crime un jour? Ouais, alors, c'est pas mon intention. C'est vrai qu'on pourrait fantasmer beaucoup sur les possibles, mais ça reste de la technologie. Et comme en science, la technologie, c'est ni le bien ni le mal. En fait, aujourd'hui, avec le règlement général pour la protection des données à caractère personnel, l'Europe va imposer à tous les pays européens d'encadrer en fait cette démarche d'utiliser des données personnelles en obligeant les ingénieurs en fait et les entreprises qui traitent ces données à expliquer pourquoi elles vont le faire. Donc c'est d'expliciter les finalités de leur démarche, et ce qui fait que les gens et ceux qui possèdent les données vont être plus en capacité en fait de dire non, ou de se rendre compte aussi, ça va sans doute créer un phénomène d'éducation, de comprendre ce qu'on fait avec leurs données et de pouvoir agir probablement collectivement sur la partie éthique en fait de cette démarche. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Est-ce qu'on trouve ça juste? Donc on va peut-être trouver ça juste pour la médecine, mais on va peut-être pas trouver ça juste pour la consommation ou par exemple pour les assurances qui sont liées aussi aux données de santé. Est-ce qu'on va accepter tous ensemble d'avoir des différenciations sur les prix d'assurance en fonction de ces possibles maladies à venir? C'est un peu le débat de société qui va arriver avec cette application du règlement, je pense. D'où l'importance de quand même se renseigner sur le sujet, de faire son éducation. Vaste sujet, passionnant en tout cas. Merci beaucoup Sophie Tardivet. Une petite réaction peut-être Benoît ou Marius à ce sujet-là? Chez Mensia, nous, on utilise énormément de big data et je suis très sensible à ce que disait Sophie sur la protection de la vie privée. Alors, il faut savoir que nous, on utilise des données de santé puisqu'on va capter des ondes cérébrales. Donc là, les règles sont encore plus fortes. Et je crois qu'il y a une vraie éthique derrière dans le traitement de la donnée. Et je suis assez fier de dire que nous, chez Mensia, et même en France et en Europe en particulier, on a cette éthique de travailler la donnée, d'une part pour le bien de la personne qui nous la confie, et puis en toute transparence, c'est-à-dire que si la personne ne souhaite pas que sa donnée soit utilisée, elle peut la reprendre. Et puis bien sûr, on a des mécanismes d'anonymisation qui nous permettent à la fois de tirer de la valeur de cette donnée, mais tout en protégeant la vie privée. Alors Marius, vous, l'éthique, c'est pas un vain mot chez vous, vous êtes médecin légiste, donc c'est un domaine où vraiment l'éthique est ultra importante, dans le service de médecine légale du CHU de Rennes. Votre métier, il est sujet à beaucoup de fantasmes finalement, entretenus entre autres par la télé. En quoi consiste-t-il exactement finalement? Parce que vous ne travaillez pas dans la série Les Experts, pas tout à fait. Non, pas encore. C'est vrai que la télé met souvent en avant le côté travail avec la mort, qui est peut-être un petit peu plus télégénique que le reste de notre métier, mais la plupart du temps, on est exposé finalement à du vivant, et notamment de la consultation de victimes qu'on fait énormément, et ça représente environ 90% de notre activité, le travail avec le vivant. Mais c'est un petit peu moins mis en avant, en effet, que le reste. Ouais. Vous êtes un peu une interface entre le droit et la médecine, finalement ? On est en quelque sorte des auxiliaires de justice, c'est-à-dire qu'on travaille avec la justice, et la médecine légale, c'est finalement le fondement de la médecine légale, c'est en quelque sorte l'art de faire des rapports pour la justice. Quelles études avez-vous fait, du coup ?
Alors moi, j'ai des études de médecin généraliste, et puis la médecine légale, c'est un diplôme qu'on fait après. En tout cas, c'était comme ça quand je l'ai fait. Maintenant, c'est un petit peu différent. Mais... C'est une spécialisation, en fait. Voilà. Vous avez fait sur 2 ans, me semble-t-il, c'est ça. Comment vous est venue l'idée de votre thèse? Parce que c'est un peu l'objet là, de votre venue ce matin. Vous avez choisi un sujet très concernant. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, ce sujet. Alors, le sujet, ça traite du préjudice d'anxiété. C'est un sujet qui m'est venu un petit peu comme souvent par hasard, en lisant des revues. Pour faire court, le préjudice d'anxiété, en fait, c'est une indemnisation qui est offerte à des personnes qui ne sont pas malades, mais qui vivent en fait dans la crainte de devenir malades. Et le premier exemple qui a été pris, c'est les salariés qui ont été exposés à l'amiante. Pour certains, ils n'étaient pas malades, mais ils avaient la crainte de développer une maladie liée à l'amiante, et notamment un cancer. Et en matière de santé, on avait eu un exemple un petit peu plus récent avec les gens qui avaient consommé du Mediator. Donc Mediator qui entraînait notamment des maladies valvulaires, et certaines personnes n'avaient pas de maladie valvulaire mais vivaient dans la crainte d'en avoir une parce qu'ils étaient soumis à des contrôles médicaux réguliers, et donc à chaque fois ces contrôles médicaux, ça venait réactiver leur angoisse. Et donc le juge finalement a choisi d'offrir une indemnité à ces personnes qui n'étaient pas malades, en tout cas qui n'avaient pas de maladie somatique, parce qu'on peut dire que malgré tout que l'anxiété, c'est une forme de maladie. Mais le juge a choisi de leur offrir une indemnisation, qui est relativement modeste pour autant, mais en tout cas qui existe. Alors, quel était l'objet de votre travail sur ce thème, justement, du préjudice d'anxiété? Alors, l'objet du travail, c'était d'observer un petit peu comment le juge raisonnait pour indemniser ce préjudice d'anxiété. C'est-à-dire que souvent, c'est une indemnisation qui est forfaitaire. C'est toutes les victimes en bénéficient. Oui, alors qu'on ne peut pas mesurer finalement le niveau d'anxiété d'une personne finalement. Et lorsque ce n'est pas le cas, il se base sur des critères, on va dire, pseudo-scientifiques, c'est-à-dire des critères que le juge considère comme scientifiques, mais que le médecin ne va peut-être pas retenir. Et donc la question, c'était de s'interroger sur le rôle que pouvait jouer le médecin dans l'évaluation de l'anxiété de ces personnes. Parce que pour qu'on comprenne bien, à l'heure actuelle, le juge ne s'appuie pas sur l'avis d'un médecin, en fait. C'est ça qui est assez étonnant, finalement, effectivement. Pas pour cette question, non. C'est le juge qui décide seul d'indemniser ou non la victime, et c'est lui qui décide du montant de l'indemnisation. Alors, du coup, est-ce que vous avez jugé dans cette thèse que l'intervention d'un médecin était utile, nécessaire ou pas? Alors, elle pourrait être utile en théorie, mais en pratique, ça paraît très difficile à mettre en place parce que c'est souvent des dommages, que ce soit pour le Mediator ou pour les prothèses mammaires PIP, par exemple, c'est des dommages de masse qui concernent des milliers de personnes, et donc ça paraît très difficile de diligenter comme ça quelques milliers d'expertises pour une indemnisation qui est de l'ordre de quelques milliers d'euros, donc qui est quand même relativement modeste par rapport à ce qu'on peut observer en matière d'indemnisation. Donc peut-être que le rapport entre le bénéfice qu'apporterait une évaluation par le médecin et le coût que ça engendrerait, que ce soit un coût monétaire ou un coût en temps d'expertise, peut-être que ce n'est pas tellement en faveur d'une évaluation par le médecin. Alors finalement, la science est un peu remise en cause, là encore une fois, quelque part, par rapport au... En matière juridique, la science est souvent remise en cause, dans le sens où le juge va s'appuyer sur des critères scientifiques, mais il peut aussi s'en éloigner. Et pour encore une fois parler de vaccination, il y avait un exemple assez récent avec la Cour de justice de l'Union européenne qui a retenu un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a mis en évidence de lien scientifique entre cette maladie et la vaccination. Mais pour autant, le juge a considéré que l'incertitude scientifique, elle ne faisait pas obstacle à l'indemnisation des victimes. Et donc, le fait qu'une affaire soit médiatique ou pas, ça change quelque chose dans l'anxiété hypothétique? Ça joue forcément, parce qu'une personne qui a pris du Mediator et qui voit à longueur de journée des reportages sur les risques liés au Mediator, ça va forcément jouer sur son niveau d'anxiété et sur la crainte qu'il pourrait avoir. Et alors finalement, quel est l'enjeu de ce préjudice d'anxiété quelque part? Est-ce que c'est quoi un enjeu de régulation sociale? C'est quoi? Oui, le droit de toute façon c'est un outil de régulation sociale, et ça permet peut-être de reconnaître à ces personnes un statut de victime. C'est peut-être aussi un moyen de faire payer entre guillemets le laboratoire parce que les victimes se sentent un petit peu trompées. Et donc c'est un moyen de faire payer le laboratoire aussi, on peut le voir comme ça. C'est une approche compassionnelle finalement? C'est une approche compassionnelle, oui.
après qui n'est pas forcément injustifié pour autant, parce que les personnes qui ont pris du Mediator et qui ne sont pas malades, on peut légitimement penser qu'elles soient inquiètes de le devenir, ou en tout cas qu'elles se sentent trompées. Et ça peut mériter une réparation. Est-ce que ce préjudice d'anxiété pourrait être amené à évoluer? Est-ce que ces critères pourraient changer, être définis peut-être? Il est sans doute amené à évoluer parce qu'il gagne de plus en plus de strates. Donc ça a commencé avec l'amiante, mais du coup, les travailleurs d'autres catégories professionnelles veulent aussi faire reconnaître leur anxiété propre. Et très récemment, il y a eu un exemple avec des mineurs de fer et de charbon en Lorraine, où la Cour d'appel leur a refusé un préjudice d'anxiété, mais en tout cas, ils avaient invoqué la réparation de leur préjudice d'anxiété. Et ça devrait gagner encore d'autres risques professionnels. Et puis les contentieux sanitaires sont de plus en plus nombreux. En ce moment, récemment, il y a eu la dépakine. En ce moment, on entend beaucoup parler du lévothyrox. Donc le préjudice d'anxiété, ça va forcément être amené à refaire parler de lui, parce que pour des gens qui ne sont pas malades, c'est un moyen aussi d'obtenir une indemnisation. Et donc les avocats vont sans doute aller sur ce terrain-là. Un effet d'aubaine en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup Marius Cardinal d'être venu nous éclairer sur la thématique de votre recherche. On va rester dans le domaine social, sociétal, puisqu'on va maintenant parler d'habitat écologique et économique, mais pas n'importe où. Ça se fait dans le logement social et ça se passe à Saint-Médard-sur-Île, en Ille-et-Vilaine. Virginie Jourdan vient nous parler de ce sujet. Elle est journaliste au magazine Sans Transition. Bonjour Virginie. Alors un habitat écologique, économique, on a envie de dire c'est la perfection, ça existe alors? Alors oui, c'est un habitat à la fois écologique et économe. Alors économe pour plein de raisons. En plus, c'est ça qui est bien. C'est depuis juillet 2016, il y a 8 maisons qui sont en construction dans un lotissement de Saint-Médard-sur-Île, donc une commune qui se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes. Et sur ce chantier, il y a une triple innovation, puisqu'il s'agit à la fois de logements écologiques, mais aussi de logements qui sont autoconstruits et de logements en accession à la propriété qui sont destinés à des familles qui ont des revenus modestes. Donc, triple innovation. Alors, on retrouve qui derrière ce projet, dites-nous? Alors, pour pouvoir le monter, il a fallu constituer une équipe commune. Donc, il y a d'abord la mairie de Saint-Médard-sur-Île qui a donné son accord pour mettre à disposition 8 terrains, enfin les mettre à disposition, les proposer à un bailleur social à un prix avantageux. Donc 8 lots dans un lotissement. Il y a ensuite les Compagnons Bâtisseurs qui sont une association de loi 1901 qui regroupe des bénévoles, des volontaires, des salariés qui sont experts dans la construction du bâtiment ou bien dans la rénovation. Pour ceux à qui ça dirait quelque chose, les Compagnons Bâtisseurs avaient dans les années 50 et 70 aidé des familles à Rennes à autoconstruire leurs maisons. C'était dans les quartiers Sud-Gare, ça s'appelait les maisons Castor. Exactement. Voilà, comme ça, si ça dit quelque chose, ce sont les Compagnons Bâtisseurs qui étaient derrière. Et puis pour finir, il fallait qu'il y ait 8 familles. Donc il fallait les trouver, ça n'a pas été de tout repos. Les bailleurs sociaux ont vraiment cherché, puisqu'il fallait des perles, il fallait des familles dont les revenus ne dépassent, soient compris entre 1 000 € et 3 000 € par mois pour l'ensemble du ménage. Donc une fois que l'équipe de ces 8 familles a été trouvée, le projet a pu démarrer. Alors concrètement, ça se passe comment ce chantier innovant ? Alors concrètement, donc, les familles sont toutes invitées à venir participer à la construction de leur propre maison ou bien à la construction de celle de leurs voisins. Donc évidemment, elles ne sont pas expertes. Ça fait 1 an. Elles ont commencé à construire leur maison en juillet 2016. Elles ne sont pas expertes en bâtiment. Pour autant, on leur demande quand même de faire pas mal de choses. Elles vont s'occuper par exemple de poser les rails pour ensuite poser le placo. Elles vont pouvoir installer les cloisons qui délimitent les pièces. Ce sont des maisons qui ont un étage. Donc elles vont pouvoir aussi mettre les cloisons. Elles vont se charger de l'électricité, de la pose du carrelage sur les sols et ensuite de la décoration intérieure. Pour le reste, il y a quand même des entreprises classiques et privées qui vont intervenir pour ce que l'on appelle le gros œuvre. Ça veut dire la pose de l'ossature bois de la maison, la pose de cette charpente, la pose de la couverture de la maison, les dalles au sol, les réseaux qui sont enterrés. Et on évalue le partage du travail à 40% pour les familles et 60% pour les entreprises classiques. Alors c'est écologique aussi, c'est un autre critère. Voilà, ce sont des maisons qui sont écologiques. Donc on le sait, ça fait un petit moment que les bailleurs sociaux sont vraiment en train d'axer la construction de nouveaux habitats vers de l'habitat écologique. Alors bien sûr, il y a les normes en vigueur qui font que de toute façon, on avance vers des bâtiments qui sont plus économes. Là, ils se sont quand même octroyés le droit de se dire
pour ces maisons, on fait de l'ossature bois et pour l'isolation, on va utiliser de la laine de bois et de la ouate de cellulose, donc qui sont des produits dits naturels, sains. Et puis, il y aura des poêles à granulés pour assurer le chauffage de la maison. Donc, on voit qu'il y aura des économies d'énergie, d'électricité qui sont favorables aussi à ces ménages qui auront des maisons qui, au quotidien, leur coûteront aussi moins cher en termes, soit pour se réchauffer l'hiver, etc. Et les résultats alors, dites-nous. Alors le résultat, donc depuis juillet 2016, on le disait, donc chaque famille a donné 8 jours par mois en moyenne de travail sur le chantier, donc sur leur temps libre. Ils venaient le week-end, en semaine. Comme on l'a dit, ils se partagent le travail. Donc ces maisons sont des maisons qui ont 4 pièces qu'on appelle des T4. Elles font 85 mètres carrés. Et les compagnons bâtisseurs estiment qu'en menant un projet en autoconstruction, on fait des économies de l'ordre de 30%. Et concrètement, pour les maisons de Saint-Médard-sur-Île, on a des maisons qui vont coûter environ 141 000 euros quand sur le marché classique, elles auraient coûté entre 180 et 200 000 euros. Donc il y a quelque chose qui fonctionne bien. Et puis l'autre avantage aussi pour ce projet, c'est que les voisins ont déjà appris à se connaître. Donc les 8 familles qui emménageront dans ces maisons, qui vont avoir accès à la propriété, puisqu'on est sur un programme d'accession sociale à la propriété, le fait de s'être aidées au moment de la construction de la maison, elles ont déjà commencé à nouer des liens. Et c'est vrai que c'est important dans un quartier d'avoir déjà une sociabilité qui s'installe parce que ça permet aussi de mettre ensuite en place différents projets derrière. Et les maisons devraient être livrées, du coup, à la fin de l'année, au mois de décembre. Donc voilà, la prochaine étape, ce sera de rencontrer les habitants pour savoir s'ils sont contents de... On compte sur vous pour nous faire les premiers retours du chantier, à ce moment-là. C'est un reportage qu'on retrouve bien entendu dans le magazine Sans Transition, que vous retrouvez en kiosque, bien entendu. Marius ou Benoît, c'est un projet qui vous intéresse, qui vous interpelle ? Parce que la dimension qui m'interpelle, c'est cette idée de construire sa propre maison. Je pense qu'avec la spécialisation du travail, on a le monde à gagner en efficacité, mais construire sa maison garde un aspect psychologique et humain très fort. Vous avez aussi parlé de connaître ses voisins, mais voilà, je peux construire le logement pour ma famille, j'y ai participé, j'y ai mis du mien. Je crois que ça va jouer beaucoup dans la vie de ces personnes. Ouais, ça fait partie sûrement de la réussite du projet, cet aspect-là. Ouais, moi, à titre personnel, je suis plus sensible à la question écologique, mais en tout cas, dans la construction de maisons, ça me paraît maintenant indispensable à prendre en compte. Très bien. Alors Benoît, on va passer à l'explication un petit peu de vos travaux à vous, vos travaux de recherche. C'est très intéressant. Vous êtes responsable de la recherche et du développement chez Mencia Technologies, créé en 2012. Vous êtes installé à Rennes et à Paris. Quel est votre cœur de métier ? Alors Mencia Technologies, le cœur de métier, c'est les thérapies digitales pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des troubles du cerveau qui peuvent être traités de différentes manières. On connaît les médicaments, bien sûr, on prend une pilule, etc. On connaît les psychothérapies, avec un accompagnement par des professionnels. Et puis, on vient ouvrir une nouvelle voie. Alors, on n'est pas les seuls, bien sûr, au monde, mais on vient ouvrir une nouvelle voie pour un traitement non médicamenteux du cerveau par des dispositifs médicaux. Alors notamment les troubles du cerveau, qui s'appelle le trouble de l'attention, c'est ça ? Oui, alors le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, pour être précis, et on a un médecin avec nous, TDAH, c'est ça. qui est, alors c'est un nom un petit peu barbare, mais ça reste la première maladie psychiatrique chez l'enfant. Donc entre 7 et 13 ans, c'est quand même un enfant par classe. Donc voilà, alors très concernant. Pas forcément très connu. Il peut y avoir toujours un petit peu de retenue pour les familles à en parler, puisqu'on va vous dire votre enfant est hyperactif, c'est parce que vous l'avez mal élevé ou vous savez pas le tenir, alors qu'il s'agit vraiment d'un trouble psychiatrique qui a beaucoup de causes. Donc c'est des difficultés de concentration, c'est parfois de l'hyperactivité mais pas toujours, et parfois aussi de l'impulsivité. Et alors, donc, dans ces conditions, quelles solutions vous avez développées justement pour prendre en charge ces troubles ? Oui, ce qu'on a appelé la réhabilitation cérébrale personnalisée. Alors, il faut remonter 100 ans en arrière avec l'invention de l'électroencéphalographie. Donc, c'est la découverte par un scientifique allemand des ondes cérébrales qu'on peut capter en fait à la surface du cerveau. Donc, c'est des très faibles courants électriques. Et à partir de ça, on va développer ce qu'on appelle le neurofeedback. Donc c'est une technique qui a déjà 50 ans maintenant, qui consiste en fait à présenter à la personne
son activité cérébrale sous la forme d'un retour soit visuel, soit auditif. Et en fait, de cette manière-là, si on vous présente votre activité cérébrale, vous allez inconsciemment ou consciemment apprendre à la réguler. Et donc, déjà de voir qu'on peut avoir un impact sur ces oscillations, forcément, oui, effectivement. Exactement. Alors, parfois, c'est assez étonnant parce que ça peut être inconscient. Mais voilà. Alors, chez les enfants, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément la maîtrise de ce type de logique. Vous leur proposez quoi? Des jeux, alors, peut-être? Alors, nous sommes partis sur, effectivement, alors, ce qu'on peut appeler un jeu thérapeutique. Je vais tout de suite casser le mythe. Par rapport aux jeux vidéo auxquels nos enfants sont habitués, c'est vraiment pas drôle du tout. Donc voilà, c'est un jeu thérapeutique qui vous allez progresser dans le jeu si votre activité cérébrale est dans un état qu'on estime intéressant. Et puis, sinon, vous n'allez pas progresser dans le jeu. Et donc de cette manière-là, les enfants, par la pensée, contrôlent le jeu et se rééduquent. Voilà. Mais encore une fois, on est vraiment dans quelque chose de médical et on n'est pas du tout dans, j'allais dire, quelque chose de ludique en fait. C'est pas du tout ludique. Je vous invite à essayer. Les sessions durent une demi-heure. On a travaillé pour que le jeu soit pas trop désagréable, mais on est vraiment dans du traitement. Et pas dans du jeu. Voilà. En quoi ça peut remplacer un traitement médicamenteux, justement? Alors, il ne s'agit pas de jeter à la poubelle les médicaments. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on a des familles, donc c'est quand même 300 000 familles en France, et puis donc des millions dans le monde, qui sont en souffrance par rapport à ce trouble, avec d'un côté donc, des psychothérapies qui ont une efficacité limitée et qui dépendent beaucoup de la personne sur laquelle vous tombez. Et puis, de l'autre côté, un médicament qui n'est utilisé que dans un tiers des cas. Donc, si je schématise, 100 000 enfants en France peuvent prendre le médicament, qui s'appelle le méthylphénidate. Et puis, il y en a 200 000 qui se retrouvent sans un traitement efficace. Puis parce qu'on peut comprendre la réticence des parents à donner un médicament à des enfants si jeunes, forcément. Bon, s'il y a une alternative, c'est toujours mieux, évidemment. Alors après, nous, ce n'est pas notre sujet de prendre position par rapport à ça. Ça va toujours se faire en concertation avec un médecin. Qui va prescrire un médicament ou qui va prescrire un dispositif médical. Donc nous, ce qu'on vient amener, c'est un dispositif médical homologué qui donne une solution thérapeutique complémentaire pour certains cas. Après, c'est pas à nous de juger dans quel cas ça va être plus ou moins adapté. C'est vraiment le médecin qui va faire le diagnostic au cas par cas, au cas par cas pour chaque enfant. Alors vous avez une grande nouvelle à nous annoncer ce matin chez Mensia Technologies, justement. Dites-nous tout. Non, alors Mensia Technologies, on est fiers d'annoncer que pour la première fois, vous allez avoir un dispositif médical homologué pour le traitement des maladies du cerveau. Donc, ce sera disponible dans les prochains jours. Je ne veux pas anticiper sur la disponibilité réelle, mais voilà, on a travaillé il y a 10 ans de recherche et développement derrière ça, et on aboutit à ce dispositif, donc Mensia Koala, qui sera disponible sur prescription du médecin. Et en fait, c'est une première mondiale d'avoir un dispositif médical homologué pour le traitement des maladies du cerveau. Donc ça y est, l'homologation est attribuée. Alors on l'attend pour les prochains jours, pour être plus précis. Mais voilà, c'est en route. Voilà, c'est un processus très long. Donc après les 10 ans de recherche et développement, donc 5 ans dans un institut de recherche privé et 5 ans public, l'INRIA, et 5 ans chez Mensia, on a passé une phase d'audit en fait qui dure 1 an, et à l'issue de laquelle on devrait se voir attribuer cette homologation dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications finalement avec cette solution ? Alors, on est dans un domaine très vaste qui s'appelle le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, avec un petit peu toujours l'idée qu'on va pouvoir lire dans vos pensées. Donc, je vais vous mettre des électrodes. C'est Big Data, mais version... Oui, alors on utilise le Big Data. Et donc, on va vous mettre des électrodes sur la tête, on va pouvoir lire dans vos pensées. Alors, là, franchement, je voudrais quand même, peut-être pas taper du poing sur la table, mais l'idée est là, contre une espèce de fascination qui vient peut-être de la Silicon Valley, où on vous dit, voilà, vous allez pouvoir échanger des SMS par la pensée, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ces familles en souffrance à qui on vient apporter une solution. Et donc, plutôt qu'une sorte de fascination pour une science un peu hypothétique, alors c'est très bien qu'il y ait des gens qui cherchent des choses très innovantes, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, c'est ces familles en souffrance à qui on souhaite apporter une solution qui, j'espère, conviendra à leur cas. Merci, Benoît Perrin. Marius Cardinal, vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là ?
C'est toujours intéressant d'envisager des thérapeutiques non médicamenteuses, surtout chez les enfants. Après, sur le trouble déficit de l'attention, je ne suis pas psychiatre, donc je n'ai pas énormément d'avis. Je reste quand même toujours un petit peu prudent sur la tendance qu'on a ces dernières années peut-être à surmédicaliser ce qui apparaît comme des pathologies désormais, mais qui n'en étaient pas auparavant. Et en matière de psychiatrie, c'est particulièrement vrai parce que les critères sont de plus en plus souples pour poser un diagnostic psychiatrique. Et donc ça peut éventuellement poser question puisque ça fait rentrer dans le champ de la maladie des personnes, et là en l'occurrence des enfants, qui avant en étaient exclus. Ça pose toujours la question de ce qui est normal, de ce qui est pathologique. Et l'hyperactivité, c'est particulièrement difficile à délimiter parce qu'on entend beaucoup dire que des enfants sont hyperactifs. Alors après, est-ce que... c'est une très bonne remarque. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, on a une prévalence du trouble de déficit d'attention qui est plutôt autour de 10-12% chez les enfants. Donc là, on est clairement dans du surdiagnostic. En France, on va être plutôt vers 4 ou 5%. Ce qui est déjà beaucoup. Voilà, ce qui est déjà énorme. Donc le risque que vous soulignez, un peu de surdiagnostic, de surmédicalisé, il existe. Mais je dirais en France, je ne crois pas qu'on en soit là. Et je dirais même plutôt qu'on est dans une maladie qui n'est pas encore très connue, avec des enfants qui vont passer entre les mailles du filet sans jamais être conscients du trouble dont ils sont atteints, et donc sans se voir proposer en fait les solutions adaptées, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On va rester dans un domaine concernant, puisque c'est l'une de vos préoccupations, bien entendu, c'est l'emploi. L'objectif du programme court que nous vous présentons chaque lundi c'est Recrutez-moi. Il est réalisé par Magali Douarche et l'objectif, c'est une mine de conseils, bien entendu, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. Recrutez-moi, on regarde tout de suite et on en parle juste après. Vous allez assister à un entretien de recrutement à l'Institut national des sciences appliquées. Au sein de cette école d'ingénieurs, Frédéric Sor, responsable d'un master spécialisé excellence opérationnelle, recrute ses futurs stagiaires. Anne-Marie Leclerc, ingénieure INSA de formation, souhaite compléter son expertise. Elle est ici pour convaincre Frédéric Sor qu'elle est l'une des candidates à retenir pour son master. Bonjour Anne-Marie, tu es venue à l'INSA pour passer ton entretien pour intégrer le master spécialisé. Oui. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes au début, tu essayes d'expliquer pourquoi tu veux intégrer cette formation, et puis ensuite on intégrera les questions au fur et à mesure de ta présentation. Donc, je m'appelle Anne-Marie Leclerc, j'ai 23 ans. J'ai donc suivi une formation de 5 ans à l'INSA de Rennes en spécialité génie mécanique et automatique. Et donc voilà, donc assez logiquement aujourd'hui je me présente au master pour avoir un petit peu la double casquette méca et amélioration continue. Quel est l'argument que toi tu me donnerais pour que je sélectionne Anne-Marie et pas quelqu'un d'autre? Tous mes collègues me disent que j'arrive au travail avec le sourire. D'accord. C'est pas forcément la meilleure réponse que l'on a eue. Après, il n'y a pas trop de jugement de valeur sur cette réponse parce que dans cette formation, ils vont être dans un groupe et chacun doit apporter quelque chose à son groupe en fonction de sa personnalité et ce qu'il est capable d'apporter. Tu vois une différence, parce que tu emploies deux vocabulaires différents, leader et manager. Il y a une différence pour toi dans ces deux termes ou c'est synonyme? À ce moment-là de l'entretien, c'est vrai que c'était une question assez originale. Je m'étais déjà un petit peu questionnée sur le sujet. C'est un petit peu pointilleux, ça dépend vraiment de la perspective de la personne, de son point de vue. Et voilà, j'espère avoir été le plus clair possible dans ma réponse. J'ai ajouté, en arrivant ici, des petites lettres de recommandation à mon dossier. Voilà, je parlais de retour d'expérience dans la première partie. Et là, je pense que aussi c'est bien que vous ayez un retour de mes managers passés. La lettre de recommandation, peu de personnes y pensent. Et pourtant, c'est un atout qui peut faire la différence. Elle inspire confiance aux recruteurs. Et plus la personne qui se porte caution est crédible, plus la décision finale pourra pencher en votre faveur. Donc on va revenir un petit peu sur l'année du master. Oui. Donc c'est quelque chose de nouveau pour toi puisque ça va être quelque chose en alternance et tu ne l'as pas vécu. Oui. L'expérience nous montre que c'est une année qui est compliquée. Quelles concessions tu es prête à faire pour que cette année soit une réussite? Les échecs que l'on a eus par le passé sont essentiellement dus à la mauvaise évaluation du candidat, du curseur de la charge de travail. Et ils n'ont pas été capables, à un certain moment, de dire ça, je ne vais pas y arriver si je continue comme ça, et je dois être capable de faire l'impasse sur telle ou telle chose.
Cette formation, elle peut amener à différents métiers dans les entreprises. Le métier le plus courant, c'est Lean Manager ou responsable d'amélioration continue. Comment tu le vois? Comment tu te vois, toi, dans ce métier, dans 2 ans, 3 ans? J'avoue que c'est un peu flou, mais j'espère vraiment d'ici là avoir de bonnes bases techniques. C'est une question qui reste assez classique, donc on peut préparer avant d'arriver en entretien. J'ai essayé d'adapter au mieux ma réponse sur comment je perçois ce poste aujourd'hui, comment il va évoluer à l'avenir. Et j'ai essayé de répondre au plus naturel possible et au plus spontané. Durant cet entretien, nous avons un recruteur qui fait le choix du tutoiement. À utiliser bien sûr uniquement si votre secteur d'activité s'y prête. De plus, Frédéric pose des questions très précises afin de voir si Anne-Marie s'est bien projetée sur cette formation. Ses réponses sont parfois un peu floues par manque de préparation. Elle aurait gagné à projeter son avenir professionnel suite à ce master spécialisé. Est-ce que vous avez une petite réaction l'un et l'autre, Benoît ou Marius? On a parlé du tutoiement. Dans l'informatique, c'est quasiment obligatoire. Oui, hein. ça dépend des domaines. Et les cravates, c'est interdit. Hein. Alors, on va aller plus loin en termes d'emploi avec une entreprise qui recrute. C'est Max Digital Service. On reçoit son directeur associé, Mathieu Demarolles. Bonjour Mathieu. Bon, je ne vais pas vous tutoyer. Hein. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Dites-nous tout. Max Digital Service. Alors, Max Digital Service, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 1 an avec Anthony Poignant, mon associé. Nous sommes basés à Passé, au nord de Rennes, et pour l'instant, on n'intervient que à Rennes. Max Digital Service, ça veut dire Mathieu, Anthony, et X pour peut-être nos futurs associés, si d'aventure nous nous éloignons vers Nantes, Bordeaux ou d'autres villes en France. D'accord. Donc on est une entreprise de services numériques, ça veut dire qu'on fait du service informatique auprès des clients de Rennes. Donc on envoie nos consultants, nos collaborateurs en mission chez ces clients. Et ils interviennent là-bas pour y faire du développement, du pilotage de projet ou de la validation de logiciels. La différence chez Max Digital Service, elle se fait sur un mot qui est dans le nom de l'entreprise, c'est le collaboratif. On pense qu'en multipliant des choses simples et des attentions fortes pour nos collaborateurs, on va mobiliser une équipe derrière un projet et avec cette équipe faire évoluer l'entreprise. Donc on se dépossède un petit peu de notre entreprise avec notre associé. Mais en même temps, pour la bonne cause. On est nombreux à réfléchir et donc certainement plus intelligents. Et donc, on partage ensemble sur notre positionnement, notre stratégie avec l'ensemble des collaborateurs. Et donc ça fonctionne bien. On a à peine 1 an d'ancienneté, d'existence. Et on est pas loin de 20 collaborateurs. Et depuis le mois d'avril, on est aussi labellisé Happy at Work. Donc, il fait bon vivre chez Max Digital Service. Et tout ce qu'on fait pour nos collaborateurs, ça se ressent évidemment chez nos clients. C'est l'entreprise libérée, c'est ce qu'on dit. Voilà. La pyramide est inversée, tout le monde est au même niveau, tout le monde participe à la vie de l'entreprise. Et effectivement, nos clients le ressentent bien, ils ont des collaborateurs qui sont proactifs, qui sont dynamiques, qui sont bien formés, bien accompagnés, bien suivis très régulièrement. Et donc effectivement, avoir un collaborateur Max Digital Service sur Rennes aujourd'hui, c'est une plus-value, une garantie, quelque part, d'avoir des gens qui sont à la pointe des évolutions technologiques et de ce qui peut se faire aussi en termes de nouvelles méthodes de travail chez nos clients. Alors, ça fonctionne tellement bien que vous recrutez. C'est une très bonne nouvelle. Alors, justement, parlez-nous de ces postes qui vont être mis en consultation. Alors, effectivement, on recrute sans arrêt. C'est notre métier, c'est 80% de notre temps. Quand on reçoit les gens en entretien, d'ailleurs, on leur présente l'entreprise, bien sûr, mais on leur explique aussi quels sont nos critères de recrutement. Donc, il faut que ce soit, à la fin d'un processus de recrutement, quelque chose de partagé avec le collaborateur. Il faut qu'il ait vraiment envie de nous rejoindre parce qu'on a un projet qui est différent, qui est riche.
Et voilà, il faut savoir jongler entre sa mission et la vie dans l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de points de rencontre. Donc, voilà, nous, on cherche aujourd'hui des gens qui font du développement. Donc, si j'utilise des termes, excusez-moi, un peu techniques. Bon, ça devrait aller. Des gens qui font du Java, Spring, des gens qui font du PHP, Symfony, des gens qui font du .NET, Entity Framework, des gens qui font de l'Angular, JS, des frameworks type Polymère aussi. Excusez-moi, je vois que... Alors là vous m'avez perdu. Voilà, donc je vous moue un peu, mais voilà, s'il y a des gens qui regardent ça, ça va les intéresser aussi de savoir sur quelle techno on travaille. Donc des développeurs, on cherche aussi des chefs de projet ou des Scrum Masters, des gens qui maîtrisent les méthodologies agiles. Et on cherche aussi des gens qui font de la validation de logiciels, donc qui disent peut-être, par exemple, si tous les développements que vous avez faits sur vos logiciels, en bout de chaîne, vu d'un utilisateur, fonctionnent correctement. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de métiers. On n'a pas un objectif. En fait, on est déjà au-delà de nos objectifs. C'est beau de pouvoir dire ça. Oui, c'est bien. Mais alors, du coup, on n'a pas dit on va encore recruter 10 personnes d'ici la fin de l'année. On est dans notre business plan, on est bien. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens bien, des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont à l'écoute, des gens qui ont le sens du service, puisqu'on va passer d'une mission à une autre chez nos clients, donc il faut s'adapter à chaque fois. Et donc, si on a la chance de croiser 10 personnes d'ici la fin de l'année, on prend les 10. Et si on n'en voit que 2, on n'en prendra que 2, et ce sera aussi très bien. Merci beaucoup, Mathieu Demarolles, d'être venu nous délivrer ce message. Du coup, vous recrutez. Voilà, une bonne nouvelle pour vous, téléspectateurs. Si vous recherchez un emploi et que vous vous retrouvez dans la philosophie de Max Digital Service, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, envoyez votre candidature. Vous restez tous les trois avec nous. On est bien sûr à l'heure de l'automne, mais que diriez-vous de replonger un petit peu dans l'ambiance de l'été, dans l'ambiance des festivals bretons? C'est ce que vous propose ce soir notre antenne à partir de 23h40. Un documentaire de 52 minutes réalisé par Sylvie Denis et Émilien Bernard. Ça s'appelle Bretagne, terre de festival. C'est une coproduction bleu-héroise, France Télévisions et France 3 Bretagne. On regarde tout de suite un petit extrait. À peine l'été installé, la Bretagne trépigne. Impatiente de résonner une fois encore au son des cornemuses, des guitares et de ces voix cosmopolites venues des quatre coins du monde. Au-delà de ces paysages extraordinaires, elle est le théâtre chaque année de centaines de rassemblements festifs et colorés, au cœur des villes ou au milieu de nulle part. D'immenses fêtes collectives, éphémères et durables tout à la fois, où le temps d'un concert, les différences sociales ou générationnelles s'effacent. Ces festivals sont l'ADN de la Bretagne, la promesse de retrouvailles ou de nouvelles rencontres, où vont se croiser des artistes aguerris, de jeunes talents en herbe, des festivaliers assoiffés d'émotions et des bénévoles toujours motivés. Traditionnels ou pointus, éclectiques, paisibles ou totalement déjantés, souvent ouverts sur le monde, tous ces rassemblements cultivent leurs différences tout en partageant une identité bretonne toujours affirmée. En route pour un voyage musical où les frontières n'existeraient pas. Voilà, la suite de ce voyage musical ce soir à partir de 23h40 sur France 3 Bretagne. Et notez que vous pourrez le revoir également le mercredi 11 octobre à 8h50. Allez, j'en connais une qui va nous faire un festival de réactions. Vous allez voir ça. Elle a suivi toute l'émission. Elle s'appelle Catherine Bossard. Elle est comédienne. Et vous allez voir, ça va valoir son pesant d'or. Elle a failli oublier son micro. Elle arrive en courant. Bonjour Catherine. C'était dense, hein. Ah bah. C'était dense, Il y avait Laurence. du niveau, hein. C'est ça la science. Ah bah oui, oui, oui. D'ailleurs, excusez-moi, je vais tout de suite faire un gros cliché sur la science. Voilà. Je mets mes lunettes parce qu'on l'a vu aussi, les scientifiques, ce sont des gens qui regardent le monde de près, qui savent prendre du recul aussi parfois. Mais voilà, c'est juste que je me sens un peu mieux avec ça. Alors, j'ai essayé en ces temps de prix Nobel, en plus, je me dis pourquoi pas aller chercher le prochain prix Nobel, de déchiffrer la formule scientifique de la bonne humeur. Aujourd'hui, sur votre plateau, Laurence. C'est très complexe, hein, il faut fouiller dans les algorithmes et tout. Alors, j'en profite que ce soit la fête de la science pour
lancer des nano-confettis d'ailleurs sur le plateau. Hop, tenez, voilà. C'est la fête de la science. Sapere aude, voilà. Oser savoir, c'est ce qu'on a vu. En fait, non, c'est pas pratique parce que j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Du Java Spring, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on est toujours sur France 3 Bretagne. Donc, dans la formule scientifique de la bonne humeur, on réussit à 10h35 à vous mettre un coup de bignou. Des festivals de musique et tout, ça, la bonne humeur bretonne sans bignou, ça n'existe pas. Le koala, très bien vu, monsieur, parce que les animaux mignons, c'est quoi? C'est la base et l'essence même de la bonne humeur. Donc, du koala, même s'il y a un déficit d'attention, en général, c'est ça aussi. Moi, je sais que je souffre beaucoup de déficit d'attention parce que je regarde énormément de vidéos de koala sur Internet aussi. Mais on passe la vidéo du brainstorming qui a amené à ce nom, c'est fantastique. Vous êtes... Ah mince, elle va se régaler. Voilà, oser savoir, c'est exactement ça. Donc, en tout cas, ne pas laisser la big data au GAFA, savoir regarder de près les choses. La science est constituée, en tout cas, vous le disiez, monsieur, de beaucoup de vivants, 90% pour vous. Donc, tant pis pour les experts à Miami. Et de la généalogie aussi, c'est ça. Vous faites de la généalogie. On a parlé des racines tout à l'heure avec la généalogie. Mais là, Laurence, bravo, chapeau. Moi, j'adore la science de toute façon, mais je pense que vous avez tous, vous tous ici, donné envie encore plus de savoir ce qui se passe d'un peu plus près. Et tant pis pour les GAFA, et puis tant pis pour le reste. Voilà, même construire des maisons, les castors aussi. Alors le castor, il vaut presque un peu mieux, je sais pas, castor, koala. Bon, à vous de voter, à vous de voir en tout cas. Merci Laurence. Merci beaucoup Catherine. Et puis la bonne humeur, c'est aussi un petit peu vous tous les matins, n'est-ce pas ? Hein, on essaye. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à vous, Marius Cardinal. Merci Benoît Perrin. Merci Mathieu Demarolles. Merci à vous tous qui nous avez suivis derrière votre petit écran. À suivre l'édition des régions. Et puis à 11h20, vous retrouverez bien entendu Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud et de toute sa bande. L'actualité sur notre antenne, c'est à midi. D'abord, Antolagade, votre émission en langue bretonne. Puis le journal présenté par Éric Pinault. À la une aujourd'hui, les employés de la société Socavol, l'abattoir de poules de Saint-Brandan dans les Côtes-d'Armor. Ils se mobilisent, ils craignent la liquidation judiciaire de leur société. Nous reviendrons également sur l'annonce de Richard Ferrand de taxer les propriétaires de yachts de plus de 30 mètres afin de pérenniser le financement de la SNSM. Enfin, nous découvrirons comment des personnes handicapées se préparent pour un spectacle musical. C'est la rubrique Ondes positives. Vous voyez, le bonheur, c'est là. 9h50 le matin, vous le savez, c'est la bonne heure pour la bonne humeur. Merci à tous. Demain, 9h50, nous retrouverons Céline Mille. Elle est auteure d'un livre au titre percutant, Carcinome ta mère. Ce n'est pas du tout un sujet qui doit faire rire, mais on essaiera quand même d'en rire. C'est la retranscription du blog que cette vantaise de 44 ans a tenu pendant le traitement de son cancer du sein. Excellente journée à tous et on garde le moral. À demain. Bonne journée. Pour être sûr de faire le bon choix, regardez 9h50 le matin avec les magasins France Literie. France Literie, expert de vos nuits.